Donc je suis là pour vous parler de sécurité, donc des basiques de la sécurité. Peut-être que vous n'allez pas apprendre grand-chose, peut-être que, j'espère en tout cas que vous allez apprendre des choses. En fait, la sécurité, on s'en préoccupe pas trop, on s'occupe d'apporter de la valeur à notre application, rajouter des fonctionnalités, et la sécurité, c'est un peu à côté. On se dit, bah, on utilise un framework, donc le framework il va s'en occuper, c'est open source, tout ça c'est sécurisé, tout ça, on n'a pas à s'en occuper. Ben, en fait, si. Et c'est notre travail de développeur aussi. Ça devrait faire partie du cycle de développement comme les tests unitaires, parce qu'on fait tous bien nos tests unitaires. Et, et donc j'espère que vous allez peut-être suivre de nouvelles bonnes pratiques de sécurité, ou en tout cas que vous allez vous y intéresser à la fin de cette présentation. J'ai oublié de dire un petit mot de moi. Moi, je m'appelle Adrien Pessu, je suis indépendant et je suis développeur depuis 10 ans et je m'intéresse à la sécurité applicative depuis quelques temps là. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc on va parler de CORS, de XSS, d'injection SQL. On va commencer par CORS, c'est Cross Origin Resource Sharing. Donc c'est du partage de ressources entre serveurs. Au début, le web, c'était ça. On a un ordinateur qui se connecte à un serveur pour récupérer toutes les ressources, les statiques, les HTML, les CSS, le JS. Et le même serveur avait aussi les données, le JSON, le XML. Ensuite, on a voulu rendre un peu les choses dynamiques, partager des ressources entre plusieurs sites web. Donc du coup, un ordinateur peut se connecter à un serveur pour récupérer le contenu statique et un ou plusieurs autres pour récupérer le contenu, les données dynamiques, typiquement le JSON d'une API. Donc ça, c'était pas possible de faire avant CORS. C'était possible avec des iframes, mais c'était pas vraiment. On peut être tous d'accord pour dire que les iframes c'est pas forcément une bonne idée. Il y avait JSON-P qui permettent de faire ça, mais uniquement avec la méthode get. Donc CORS, c'est un projet qui a été mis à la W3C en 2004, il me semble. Ça permet de partager des ressources. Donc quand on dit une ressource partagée, c'est sur un différent serveur, sur une URL différente. Donc l'URL, juste pour rappel, c'est protocole, sous-domaine, domaine, TLD et port. Donc il faut bien faire attention au sous-domaine et au port. C'est important, on verra ça juste après. Donc le CORS, qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme client et serveur. Client parce que pour la requête, on doit ajouter des variables dans l'entête et on doit rajouter la variable origine pour dire au serveur, bah voilà, moi je viens de tel site, est-ce que j'ai le droit d'y aller ? Et de base, c'est ça uniquement. Mais il y a aussi une configuration serveur qui dit, bah, évidemment, le pendant, est-ce que tel domaine, est-ce que telle URL est acceptée ? Avec le CORS est venu, du coup, pour améliorer encore cette sécurité, ce qu'on appelle une requête pré-flight. Une requête pré-flight, c'est une requête dont le type n'est pas post ou get ou delete ou update, mais c'est option. Cette requête, elle sert à informer le navigateur quelles URL il a le droit de faire des requêtes. Donc il va faire une première requête et il va dire, bah voilà, moi je voudrais faire une requête get et post sur ton serveur, est-ce que j'ai le droit ? Le serveur va répondre oui, et ensuite il va pouvoir faire ces requêtes-là. Il ne les fera pas s'il n'a pas eu la bonne réponse, c'est le navigateur qui en est garant. C'est intéressant de faire cette requête pré-flight pour éviter de faire cette requête à chaque fois et de balancer beaucoup de données et de se faire bloquer. Là, on sait directement, on a toutes les informations en une requête pré-flight rapide. Donc les entêtes de la requête
pour savoir quelles sont mes autorisations, ben, je vais dire voilà, je suis de telle origine, quelles sont les méthodes et quels sont les headers, donc les autres variables que je vais mettre dans l'entête de ma requête. Et donc en retour, je vais avoir tout ce dont j'ai le droit, tout ce qui est exposé aussi, que je pourrais utiliser. Et évidemment, il y a une l'age, mais c'est une date limite à laquelle peut-être que ces autorisations elles vont changer. Donc c'est important, c'est côté client, mais c'est aussi côté serveur. Donc c'est de la configuration, donc on va autoriser des origines. Donc il faut faire attention à comment on le configure. Donc juste pour illustrer ça, si mon origine côté serveur, je la configure comme ça, est-ce que vous croyez que... Mais enfin, mettons, on travaille chez Google, donc on peut personnaliser la config du serveur de Google. Et bien si on met juste comme ça, et bien ça... Ah, excusez-moi, j'ai un souci. Alors si on met étoile, ça ne marchera pas. Enfin, ça marchera, mais c'est pas du tout une bonne pratique, parce que ça veut dire qu'on autorise tout le monde à attaquer nos serveurs. Donc tout de suite, on va arrêter. Donc c'est la slide, il y a un petit inversement de slide. Mais si je mets cette origine-là, et si quelqu'un vient de ce domaine-là, du coup, il va pouvoir accéder à mes données. Si je fais juste google.étoile parce que j'ai que mon domaine et que je gère avec le sous-domaine, plutôt avec le chemin de l'URL et pas le domaine sous-domaine. Et s'il utilise google.com.evil.com, là il va pouvoir y accéder. Et donc quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de ne pas se faire piquer de ses ressources, c'est de limiter les surfaces d'attaque pour nous voler nos ressources et de sécuriser les chemins vers nos serveurs. C'est important de limiter la surface d'attaque. C'est une chose importante en sécurité, de manière générale, en sécurité informatique. Moins on a de surface d'attaque, moins on est vulnérable à des attaques. Et une attaque pour laquelle on pourrait être vulnérable, c'est le cross-site scripting. On appelle ça XSS, mais cross-site scripting, ça fait CSS, et CSS était déjà pris. Donc on appelle ça XSS. Et donc c'est tout simplement exécuter du code par un script pour détourner le site sur lequel on injecte le script. Donc c'est détourner, c'est exécuter du code de manière détournée. Donc pour plein de choses, pour récupérer, pour détourner l'utilisation du logiciel, pour détourner les utilisateurs, pour les emmener vers un autre site que le nôtre, ou pour s'attaquer après, une fois qu'on a la main sur le front par une faille XSS, on peut attaquer le back peut-être de manière plus sécurisée, enfin de détourner les sécurités. Et donc on pense que comme on fait du Angular, du React ou du Vue, on est protégé contre ça. Et on le confie à notre framework. Et donc on va faire une petite démo juste pour voir ce que c'est que le XSS. Alors, faut que je parle de là. Tac. Donc ici, je ne sais pas si on voit bien. C'est pas très grave. Donc j'ai une... On voit pas très bien. Alors je vais vous décrire un peu. Donc j'ai une application classique, c'est du HTML et du JS, et un petit peu de JS. J'ai un paramètre qui s'appelle name, et quand je mets égal, il y a une variable qui est affichée après dans le corps de ma page HTML. Donc là j'ai mis Jux_Summercamp, donc il affiche Jux_Summercamp. Mais alors si je fais, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est à la place du name, j'ouvre une balise script et je fais un alerte de document.cookie. Ça va m'afficher les cookies. Donc les cookies, en général, c'est là où on met nos tokens de session, d'autorisation pour avoir les droits suffisants dans l'application. Donc si je le fais, ça m'affiche, là j'ai une fenêtre vide parce que j'ai peut-être pas de cookies, mais ça va m'afficher quelque chose.
Et là, j'ai juste bidouillé l'URL pour détourner le site, parce que le site n'était pas prévu pour afficher un alerte. Donc comment c'est possible? Tout simplement, avec du JavaScript, je récupère la variable en paramètre, name, et je fais un document.write du name. Donc c'est assez simple, mais vous allez me dire, Adrien, on est en 2019, document.write on n'utilise plus, donc sa démo, elle ne sert pas à grand chose. Et bien on va essayer avec une application React. Donc j'ai dans mon chemin ma route feature, et après j'ai mon paramètre Jux-SummerCamp que j'affiche ici et ici de deux manières, et on va voir après. Donc je vais essayer de mettre mon script alerte document.cookie. Bon bah là il a fait son boulot, il a vu script, il l'a passé. Mais après si on continue à jouer, je vais mettre un lien avec sur le onMouseOver, et ben je vais faire mon alerte document.cookie. Et du coup vous voyez qu'il y a deux affichages, je vais vous montrer après ce que c'est. Et il y en a un, il a bien mis le lien et j'ai mon document.cookie avec le cookie qui est affiché. Donc, donc mon application React, elle n'est pas hyper bien sécurisée, quoi. Alors pourquoi? Donc les deux affichages, c'était j'affichage telle quelle avec le templating, et l'autre, j'insère avec un truc qui s'appelle dangerous set inner HTML. Vous allez me dire, moi dans mon code, je ne vais pas mettre un attribut qui s'appelle set dangerous parce que c'est dangereux. Alors pour votre info, dans Angular ça s'appelle inner HTML et dans Vue ça s'appelle v-html. Donc au moins React ils ont mis que c'était dangerous, quoi. Donc vous n'allez pas l'utiliser. Mais par contre, si comme moi, vous êtes pas très, moi je suis pas très fort en graphisme et créer des super boutons, des super animations, je n'y arrive pas. Donc j'utilise des librairies externes avec du matériel design, des boutons déjà préfaits. Et du coup, par exemple, je pourrais utiliser MyUI.org, Material UI, parce que c'est très joli. Et dans cette librairie, j'utilise aussi beaucoup de Dangerous Set Inner HTML. Il y en a vraiment beaucoup. Et est-ce qu'on est sûr que ce qui est ajouté dynamiquement est vraiment safe? Est-ce qu'il n'y a pas de faille de sécurité? Est-ce que ça ne va pas permettre à un attaquant de détourner notre site? Eh bien, il faudrait le vérifier. Donc la leçon ici, c'est votre code à vous-même, il est peut-être sécurisé ou pas, mais est-ce que les dépendances et tout ce que vous utilisez à côté est bien sécurisé, est bien à jour et bien sûr d'être utilisé. Hop. Donc les attaques possibles, on en a déjà vu un petit peu. Les moyens de se défendre, il y a Content Security Policy. En fait, c'est côté front. On dit, bah voilà, toutes les JS, ils doivent venir de tel serveur, tous les CSS doivent venir de tel serveur, parce que avec une faille XSS, on pourrait dire, bah, exécute tout le JS qui est sur tel site, et du coup, ça pourrait être très ennuyeux que beaucoup de code de JS soit exécuté alors que ça vient pas de chez nous, on ne sait pas d'où il vient, et potentiellement, du coup, là sera la faille. Donc c'est un moyen de se défendre, mais il n'y a pas de bulletproof, il n'y a pas de moyen magique, de silver bullet. Il faut faire attention à tout ce qu'on met dans le code. Ensuite, le cross-site request forgery. L'exemple typique, donc c'est une attaque alors, si on essaie de traduire un petit peu, donc c'est on construit des requêtes d'un autre site d'un site vers un autre. Donc le cas typique, c'est on est sur un forum, on a un administrateur, on a des utilisateurs, ils sont très contents, on a un serveur. Donc ça c'est l'administrateur du forum. Et lui il reçoit un mail par un super hacker. Et dans ce mail, il y a un lien ou une image ou quelque chose qui va s'exécuter.
à son insu. Donc lui, il peut cliquer sur le lien. Donc ça veut dire que le lien, il a été forgé, construit sur un autre système que le forum. Donc c'est d'où le cross-site forgery. Et donc ce lien va être exécuté par l'administrateur. L'administrateur, il va du coup exécuter un delete, par exemple. Je ne sais pas si j'ai mon petit lien. J'ai un delete. Ce lien a été construit en dehors du forum, dans un mail. Et du coup, il va supprimer directement l'utilisateur ou l'utilisatrice avec les mêmes droits, avec les droits administrateurs, parce que c'est l'administrateur qui a cliqué dessus. C'est comme si lui avait navigué sur le site. Donc il faut faire attention sur quoi on clique dans nos mails et dans nos messages, etc. Et donc il y a plusieurs moyens d'éviter ça. Il y a le CSRF token. C'est une petite configuration. En fait, on ajoute à la fin de chaque lien, ou les liens en particulier, les posts, les deletes, etc. On ajoute un petit token, un jeton, qui va être généré par le serveur. Et au moment où le serveur il va recevoir cette requête-là, il faudrait, avec une requête comme celle-ci, mais avec un jeton CSRF, et il va pouvoir vérifier, est-ce que ce jeton, c'est bien moi qui l'ai généré? Si c'est bien moi qui l'ai généré, on peut avancer. Une autre manière, c'est pour les cookies d'être strictement attachés au site sur lequel on exécute la requête. C'est-à-dire c'est une configuration pour l'instant qui a à faire par les devs. C'est pas la configuration par défaut dans les navigateurs, mais ça va le devenir, heureusement. Et c'est HTTP strict pour les cookies. Quand on crée un cookie d'authentification, il ne va pas pouvoir être lu par un autre système. Et donc, une requête comme ça ne pourra pas être utilisée. Donc, on espère pouvoir essayer de se débarrasser de ces attaques-là, de ce genre d'attaques-là. Et en dernier, les injections SQL. Ça fait plusieurs fois que je fais cette présentation. Et je me dis, est-ce que je le mets, est-ce que je ne le mets pas, cette partie-là. Mais en fait, tout le monde est demandeur, en fait, puisque il y en a encore beaucoup. On est en 2019, c'est la faille numéro 1 à l'OWASP, qui est une communauté de développeurs qui s'efforce de mettre en avant les bonnes pratiques de sécurité. Et donc une ingestion SQL, c'est quoi? On prend un site internet classique avec une newsletter dans lequel on met son adresse mail. Derrière la requête qui est générée, c'est ça, on récupère la personne qui essaie de souscrire, le mail de la personne, et on l'insère dans la base de données, dans notre table des subscribers. Si, à la place d'une adresse mail, je mets ça va peut-être passer la validation client parce qu'il y a un arrobas dedans et un point. Donc super, ça va valider ma regex si elle était mal faite. Et donc si j'insère ça et que je le complète avec la requête, et ça fait un petit script qui va insérer une valeur, parce que le début c'était l'insert. On va supprimer tout le contenu de la table. Et enfin, on va finir avec une requête qui ne plante pas pour finir l'insert d'origine, pour éviter que la requête, le script plante et qu'il y ait un rollback sur tout ce qui a été fait avant. Donc ça paraît simple, mais évident, peut-être pour beaucoup et pour moi aussi, mais c'est encore une des failles les plus importantes. Donc il faut vérifier, never trust user input. On fait pas confiance à notre client, on ne fait pas confiance à nos utilisateurs, il faut tout échapper. Donc en Java, il y a le prepare statement qui existe depuis hyper longtemps. Dans tous les langages, il y a dans votre ORM, même dans le langage de base, il y a déjà tout ce qui est prévu pour éviter ça. Un dernier mot sur l'OWASP. Donc il faut aller sur le site de l'OWASP. Il y a beaucoup de ressources qui sont hyper bien documentées, qui vous expliquent tout. Il faut aller aussi sur j'aime beaucoup ce site XSS Payloads. Ça vous donne des chaînes de caractères à mettre dans vos formulaires pour voir si potentiellement il peut y avoir des failles XSS. Et voilà pour la petite anecdote. Si je voulais quand même vous rajouter quelque chose. Donc
ces 4 failles de sécurité possibles, eh bien, il faut il faut s'occuper de tous. Il y en a pas, on ne va pas s'occuper que du XSS. C'est pas parce qu'on a configuré le CORS qu'on est protégé contre les CSRF et inversement. Le CORS, c'est pas juste de la configuration, il faut faire attention. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment la faille de sécurité sur Zoom. Si vous utilisez Zoom, c'est un logiciel de visioconférence. Si vous avez installé sur Mac l'application, le client, et bien le Zoom installait un petit serveur web qu'ils utilisaient en interne et qui n'avait aucune protection CORS, ce qui fait que n'importe quel autre site internet pouvait utiliser ce petit serveur web que vous aviez en local pour allumer la caméra. Donc du coup, juste avec de la bonne configuration CORS par les développeurs, cette faille aurait pu être comblée. Donc il faut faire très attention. La sécurité, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire des développeurs. Et je vous remercie parce que c'est largement l'heure d'aller manger.